On a tout pour réussir. Un outil de travail exceptionnel, que ce soit les formateurs ou l'atelier de travail. C'est une formation professionnelle où on nous donne tous les outils, les guidances par internet ou par document. C'est des vrais contextes de travail, on a des vrais formateurs qui nous aiguillent très bien. Et même si on ne comprend pas, ils nous réexpliquent d'une autre façon. Et ça, c'est vraiment sympa. On travaille dans le contexte vraiment entreprise. Donc c'est beaucoup de pratique pour pouvoir habituer nos mains en fait à travailler jusqu'à arriver donc dans 8 mois à être vraiment professionnel. Si on a une formation validante avec un titre, c'est quand même un plus. Si on peut l'allier à l'expérience professionnelle et à mon parcours pro, du coup ça me permettra d'avoir un emploi. Il est là le but. Potentiellement, les gens qui viennent nous évaluer en jury, c'est les gens qui vont nous embaucher demain. Et a priori, la formation, elle nous a préparés pour être embauchés demain. L'AFPA m'a qualifié, m'a formé, m'a appris les bases de l'art du métier en fait. Donc avec tout ça en main, normalement, je devrais trouver du travail assez rapidement. Alstom a clairement affiché son ambition d'être le leader mondial de la mobilité verte et intelligente, pour laquelle nous avons identifié 3 rôles. Un rôle économique pour créer de l'emploi et de l'innovation, un rôle social et environnemental au service du verdissement des transports, et un rôle porteur d'innovation pour contribuer à faire de la France un champion mondial au niveau de l'énergie hydrogène. Le transport ferroviaire est intrinsèquement vert, puisqu'il est collectif et essentiellement électrique. Cependant, il reste aujourd'hui en France 50% des lignes qui ne sont pas électrifiées. Sur ces lignes circulent environ 1200 trains diesel pour lesquels il faudra trouver une solution pour pouvoir s'affranchir des carburants fossiles. Dans cet objectif, Alstom travaille aujourd'hui essentiellement sur 3 axes: l'hybridation, la batterie et l'hydrogène. Chacune de ces 3 technos a sa propre pertinence et Alstom ne souhaite pas les opposer mais proposer à ses clients la bonne techno verte pour le bon usage. Si batterie et hybridation sont aujourd'hui à un niveau d'avancement technologie plutôt mature, sur l'hydrogène, Alstom est clairement leader et pionnier. C'est grâce à ces 80% de R&D faits en France et essentiellement grâce à ces ingénieurs et techniciens du site de Tarbes que le e-Lint, le premier train à hydrogène au monde, a pu être mis en service commercial dès septembre 2018. Depuis, il a circulé aux Pays-Bas et en Autriche. Alstom travaille avec 4 régions françaises, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, pour développer le régioniste bimode hydrogène, qui sera fabriqué à l'horizon 2024 pour une mise en service commercial en France. Le plan hydrogène français prévoit 7,2 milliards d'ici 2030 pour permettre de booster tous les usages de l'hydrogène, et en particulier le ferroviaire. Ceci confirme que c'est une technologie d'avenir. Alstom sera présent aux côtés des régions pour développer et mettre en service toutes les solutions vertes adaptées à chacun des territoires dans les régions. On se retrouve ici en plein centre-ville de Haguenau, dans la zone piétonne. Le projet part de l'idée que la mobilité va prendre de plus en plus d'importance et ayant une gare qui est une gare de centre-ville, il nous paraissait essentiel de retravailler la gare, mais tout le quartier autour de la gare,
en un pôle d'échange multimodal digne de l'époque dans laquelle nous vivons. Dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville, la Banque des Territoires a accompagné la collectivité dès le départ via des études, de la mise en œuvre d'ingénierie, la mise en œuvre d'un marché à bon de commande ou du cofinancement d'études. Nous avons mobilisé plus de 20 millions d'euros de prêts pour la ville et la communauté d'agglo de Haguenau pour financer l'espace gare et services, mais également de la voirie urbaine, des écoles, du périscolaire, un gymnase, tout ce qui fait l'attractivité de la collectivité. La Banque des Territoires nous a permis d'accélérer, de mener à bien ce projet. Et puis également, on a vu la Banque des Territoires partenaire de toute notre réflexion, pas simplement de la création immobilière. Maisons et Cités est un bailleur social du nord de la France. Nous sommes propriétaires de 63 000 maisons individuelles qui ont été construites par les compagnies minières pour accompagner le développement de l'industrie minière après la Seconde Guerre mondiale. Elles ont la particularité d'être, pour une bonne part d'entre elles, classées à l'UNESCO. 20 000 de ces logements nécessitent un travail important de réhabilitation pour améliorer le confort de vie, pour permettre des économies d'énergie importantes et donc du pouvoir d'achat. On va diminuer la consommation du logement par 4. Ce qui nous rend fiers, c'est de montrer que l'Europe apporte des choses concrètes dans la vie des gens. Ça peut avoir parfois des conséquences très concrètes de la vie quotidienne. Voltalis est le leader européen de la gestion des flexibilités électriques. Nous installons ce boîtier chez les consommateurs intéressés qui va permettre de piloter leur consommation électrique et notamment leurs radiateurs et leurs ballons d'eau chaude. Nous fournissons à chacun des consommateurs un outil de suivi de sa consommation pour lui permettre de mieux comprendre là où il dépense trop. Tous les jours, les équipes ici vont prévoir la flexibilité disponible pour le lendemain et proposer aux différents marchés de l'énergie cette flexibilité en alternative aux solutions de production traditionnelles. L'approche originale de Voltalis est de permettre de répondre aux besoins du système électrique sans polluer, car l'énergie la plus propre est évidemment celle que l'on ne consomme pas. Le prêt de la BEI est important pour nous car il met en lumière cette nouvelle filière qui est reconnue à sa juste place à côté du développement des énergies renouvelables ou des efforts d'efficacité énergétique. Nous venons de mettre en place un contrat de prêt de 130 millions avec la Banque européenne d'investissement. Les 4 thématiques sont l'amélioration du taux de recyclage et de valorisation des produits traités, la mise en conformité avec des nouvelles réglementations qui vont entrer en vigueur, une part de ces investissements qui sera liée à rendre le recyclage plus économe en ressources afin de réduire notre empreinte sur l'environnement. Et enfin, le 4e thème, c'est l'inclusion. Nous réalisons des investissements dans des régions qui sont parfois défavorisées et la Banque européenne d'investissement soutient également ce type d'investissement. La BEI a pour vocation de financer des projets qui sont des priorités européennes. C'est la première fois qu'on finance un projet en faveur de l'économie circulaire en France. Et on est très content de le faire dans un groupe qui est un groupe modèle, champion en Europe, et qui nous permet de nous positionner aussi comme l'un des acteurs majeurs en faveur du climat. Shell Surprince Gestion a été créée en 2001. C'est une société de gestion spécialisée sur le crédit. Et sur l'activité d'aide non cotée, on finance essentiellement des PME, des ETI pour les accompagner dans leur financement avec leur propre banque. Le FEI est rentré par l'approche ESG qu'on a mise en place, qui consiste non pas uniquement à faire l'analyse, mais également à accompagner les PME dans ces facteurs clés de succès. Comme tout champion local,
L'objectif après c'est de dépasser les frontières et de devenir un champion européen. Les due diligence de la BEI sont extrêmement rigoureuses, extrêmement sophistiquées, donc ça donne de la crédibilité à notre fonds. Ça aide du coup à remplir encore mieux notre mission. Tomatec est une entreprise spécialisée dans la production de tomates, tout ce qui est petits fruits et diversification, et nous mettons un réel point d'honneur à faire des tomates gustatives. Tomatec est labellisé HVE3, haute valeur environnementale au plus haut niveau, et la nouvelle serre que nous allons construire est une éco-serre. Nous aurons un produit plus sain pour le consommateur final, avec un impact moins important pour l'environnement. Les risques du domaine de l'agriculture, ce sont les mêmes que dans les autres sociétés commerciales, mais en supplément, ils ont un risque des aléas climatiques. Alterna est parfaitement adapté à ce projet parce qu'il est porté par un jeune agriculteur très soucieux de son impact sur l'environnement. Le bénéfice d'Alterna pour l'agriculteur, c'est de bénéficier d'une garantie du Fonds européen d'investissement à 80% sur le prêt qui a été demandé. Grâce à Alterna, je peux continuer à agrandir mon outil de serre. Alors effectivement, le verdissement du parc ferroviaire français est complètement structurant dans les programmes des régions pour les années à venir. Et Bombardier, qui est le fournisseur leader en matériel ferroviaire pour les régions, se devait de s'intéresser à cette question. Et c'est comme ça qu'est né notre projet AGC à batterie. Alors on a fait une analyse du marché, de la situation. On est parti sur les lignes. Aujourd'hui, vous avez près de 50% des lignes qui ne sont pas électrifiées. Les électrifier complètement paraît complètement hors de portée des finances de l'État comme des régions. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est donc la conséquence directe. La solution évidente, c'est la conversion du parc diesel existant. Et quand on analyse ce parc, on arrive à la conclusion que 50% de ce parc-là est constitué de trains AGC, trains régionaux qui ont été construits sur le site de Crépin, premier site ferroviaire français, il y a une quinzaine d'années. Ça devient donc une évidence. Alors, on a un concept simple, mais qui utilise les dernières technologies, notamment en matière de batterie. En fait, on remplace les deux moteurs diesel de l'AGC par deux bacs batteries qui transforment le train diesel polluant en un train zéro émission. Alors, avec ce projet, on a eu 3 objectifs en tête. Premier, un objectif économique. Comment réussir une transformation, comment proposer un verdissement à moindre coût. La rénovation, c'est la solution qui répond à cette problématique. Deuxième élément, comment combiner notre solution avec les problématiques d'électrification du réseau. Ce projet peut s'inscrire parfaitement dans une politique d'électrification frugale du réseau. Dernier point important, réduire les nuisances en gare, aussi bien la pollution que le bruit. C'est ces objectifs-là que nous sommes capables de remplir avec l'AGC Batterie. Alors, notre projet s'articule en 2 phases. Une première en collaboration avec la SNCF et 5 régions vise à mettre sur les rails 5 trains, à convertir 5 AGC à batterie à partir de l'année prochaine, de façon à réussir à tester, valider la solution. Nous sommes confiants qu'à partir de 2023, après cette validation, nous pourrons proposer cette solution aux régions dans une phase série. Ce qu'on espère réaliser, c'est surtout offrir une solution aux régions qui ont une vraie problématique de verdissement, une solution qui soit économique et pérenne.
Clear Channel est un acteur de l'économie régionale. Vous savez, 90% de nos clients sont des clients régionaux. Et 60% du temps de diffusion que nous avons sur nos mobiliers dans la rue sont réservés à de la communication citoyenne, à l'attention du grand public. Nous nous voyons comme une plateforme média au service de la relance économique des régions et aussi comme un partenaire de la transition écologique et solidaire que les régions ont entreprise. Et pour ça, nous mettons à disposition tout notre maillage territorial, toute notre puissance et l'innovation de nos mobiliers pour accompagner ces nouvelles prises de parole que les régions peuvent être amenées à faire. Nous avons par exemple pu diffuser sur nos écrans les résultats d'une campagne que nous avons menée avec la start-up Jam et nous avons relayé les résultats de cette enquête diligentée par la région Nouvelle-Aquitaine sur nos écrans digitaux et donc pour que l'ensemble du public puisse avoir accès aux résultats de cette enquête. Voilà une façon dont on peut accompagner les régions dans leur interaction avec les citoyens. Alors, Clear Channel met également des contenus éditorialisés sur ces écrans grâce à des partenariats que nous avons avec Beaux-Arts ou avec Brut, et ce qui permet de créer des opportunités de dialogue et d'interaction avec les citoyens. Par exemple, nous avons pu contribuer à la promotion de l'événement Normandie impressionniste avec du contenu réalisé avec Beaux-Arts que nous avons diffusé sur nos écrans. Et nous pouvons également, à titre d'illustration, par exemple, mettre en avant une initiative ou un métier, comme par exemple cet agriculteur engagé pour la planète qui nous explique son approche. Vous l'avez compris, toutes ces réalisations qui sont faites avec nos partenaires peuvent être ensuite diffusées sur nos écrans digitaux. L'intérêt, c'est qu'elles puissent être mises à la vue du plus grand nombre de nos citoyens autour de nous. Et l'idée de Clear Channel, c'est vraiment d'accompagner par là les régions, à la fois dans leur démarche pour la relance économique et dans leur démarche pour la transition écologique et solidaire que chacun appelle de ses vœux. Le Crédit Mutuel, avec une offre diversifiée de services, accompagne les régions avec engagement, proximité et innovation. La Soderec, sa filiale experte de la maîtrise d'ouvrage des équipements collectifs, permet aux régions de mieux maîtriser leurs projets d'investissement dans des bâtiments utiles à leur territoire. Le Crédit Mutuel et la Soderec sont fiers de contribuer à la réussite de projets régionaux. Bonjour, je suis Daishen, le président de Demos Formation, un des acteurs majeurs en France de la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer notre collaboration avec l'Association des régions de France. Demos, depuis sa création près de 50 ans, nous apportons nos savoir-faire et aussi nos contenus de formation innovants à l'ensemble des tissus économiques en France, à la fois auprès des entreprises privées, mais aussi auprès du pouvoir public. Nos modes pédagogiques adaptés, innovants, à la fois présentiels et surtout plus en plus distanciels, permettent aux participants non seulement de garder un lien académique, pédagogique avec un expert, mais aussi d'exprimer leur talent professionnel. Pendant la crise Covid-19, Demos a accéléré son innovation pédagogique et aujourd'hui, plus de la moitié de nos séjours de formation se font en ligne. À partir de maintenant, avec l'association Région de France, nous souhaitons réunir nos forces et nous souhaitons apporter une solution innovante à la fois en pédagogie, mais surtout liée aux nouveaux métiers dans les différentes régions. Et j'espère que cette collaboration va apporter des vrais soutiens aux jeunes pour leur emploi futur. Merci.
Quand l'avenir global de la planète se dessine à l'échelle de nos territoires, EDF Collectivité vous accompagne dans tous vos projets de production locale d'énergie, un maillon fort de la transition énergétique. La réglementation évolue et nous sommes tous mobilisés pour vous aider à y répondre. Vous aider, grâce à notre expertise, à choisir l'énergie renouvelable qui correspond aux ressources et aux enjeux de votre territoire. Ici, la force de l'eau se transforme en électricité par l'intermédiaire d'installations dédiées. Là, le rayonnement solaire produit dans l'océan des calories que nous récupérons via un réseau de transfert de chaleur. Les éoliennes captent la puissance du vent pour la transformer en électricité. Les déchets de la nature, aussi appelés biomasses ligneuses, sont transformés en matière de production d'énergie. La chaleur extraite des sols alimente le réseau de chauffage urbain, puis est restituée à la nappe d'origine. La dégradation naturelle des matières organiques génère une énergie, source d'électricité et de chaleur. De leur côté, les rayons du soleil sont transformés en énergie par des modules photovoltaïques. Autant de solutions d'énergie renouvelable adaptées aux spécificités de chaque territoire. Comme ici à Beaupréau, au lycée des Mauges, où le taux d'autoconsommation d'électricité est proche de 100% grâce à ces installations ENR. Ou encore là, à Marseille, avec le réseau d'ENR Massiléo qui alimente tout un écoquartier grâce à la thalassothermie. EDF Collectivité contribue aujourd'hui à atteindre les objectifs de la transition énergétique, avec comme levier d'action la production locale d'énergie. Prenez part à ce grand défi. Pour Enedis, l'électricité en réseau, c'est l'affaire de tous. Entreprise de service public, sa mission est d'assurer la gestion et l'exploitation des réseaux électriques de distribution sur l'ensemble du territoire. Guidés par l'équité et la transparence, les 39 000 salariés d'Enedis mettent tout en œuvre pour acheminer l'électricité à leurs clients, où qu'ils soient et quel que soit leur fournisseur. Sur le terrain, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ils s'engagent pour offrir un service de proximité optimal. Véritables urgentistes de l'électricité, ils se mobilisent pour réparer les dégâts causés par les événements climatiques exceptionnels et rétablir au plus vite l'alimentation des foyers et des entreprises. Au quotidien, comme dans l'urgence, engagement et réactivité sont leurs maîtres mots. Avec Enedis, le futur se construit tous les jours. Pour moderniser le réseau, améliorer sa sûreté, sa performance, plus de 3 milliards d'euros sont investis chaque année au cœur des territoires. Avec l'ensemble de ses partenaires, Enedis construit les smart grids, les réseaux intelligents de demain. Ces technologies numériques sont indispensables pour permettre l'essor des énergies renouvelables et l'émergence de nouveaux usages, comme celui des véhicules électriques ou des objets connectés. Le nouveau compteur communicant Linky est la clé de voûte de cette évolution. Il offre aux clients une assistance précieuse et ouvre les portes d'un nouvel univers de services pour les collectivités et les citoyens. Par son engagement, Enedis joue un rôle central dans la transition énergétique et chaque salarié s'engage aux côtés des territoires pour un développement économique durable et solidaire. Chaque jour, les hommes et les femmes d'Enedis construisent le service public de l'électricité de demain.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Peut-être avez-vous été surpris en voyant que GRDF, distributeur d'un gaz naturel qu'on appelait longtemps le gaz de ville, veut vous parler d'agriculture durable. Mais c'est vrai qu'à GRDF, nous avons une priorité, la sécurité de nos réseaux, sécurité de nos clients, et une ambition, faire en sorte que le gaz vert en 2050 qui circulera dans nos réseaux soit 100% vert, 100% renouvelable. Pour ça, le premier levier, c'est d'agir sur la méthanisation agricole et donc de permettre la mise en place d'une agriculture vertueuse qui valorise ses déchets. Beaucoup de régions se sont engagées dans ce domaine, je pense notamment aux Hauts-de-France, Grand Est, Centre-Val de Loire, Île-de-France aussi qui est très active pour soutenir des projets. Et d'une manière générale, toutes les régions dans leur SRADET ont prévu un niveau d'ambition pour 2030 qui va bien au-delà des obligations de la loi, qui précise 10%, et au-delà de la PPE définie par le gouvernement. Nous nous en félicitons, et aujourd'hui nous pensons que les régions peuvent aller encore plus loin. Car ce qui est important, c'est de pouvoir, au-delà d'aider les agriculteurs à mettre en place ces process vertueux, fournir des débouchés. Beaucoup de régions ont déjà prévu, pour les cantines des lycées, d'acheter en local. Nous sommes convaincus que beaucoup de régions vont progressivement, à l'instar de ce qu'a démarré les Pays de la Loire, lancer petit à petit des achats de gaz local pour les besoins de leur lycée. Pour leur transport, on sait que beaucoup de gares scolaires ou de transport de voyageurs sont aussi maintenant alimentés au GNV et demain au bio-GNV. Et aussi, on n'en doute pas, dans le domaine ferroviaire, où les TER, là où les lignes ne peuvent pas être électrifiées, pourront alternativement utiliser soit du bio-GNV, soit de l'hydrogène vert à ces horizons. Oui, vous avez effectivement un rôle pour développer les usages du gaz rural, du gaz produit par les agriculteurs, à la fois en tant qu'utilisateurs, mais aussi pour nous aider à travers notre projet Métaneuf à aider ce gaz à se développer dans la construction neuve. Merci pour votre attention. Le monde agricole compte sur vous. Bonjour. L'Europe et la France ont annoncé des plans ambitieux pour développer la production d'hydrogène. C'est une bonne nouvelle. Pour concrétiser cette ambition, il faut dès aujourd'hui imaginer les infrastructures, les modes de régulation et les mécanismes de marché pour faire en sorte que la production et les points de consommation se rencontrent de manière efficace. À l'échelle locale comme à la dimension européenne, les écosystèmes de l'hydrogène auront besoin des réseaux. C'est pourquoi GRT Gaz, gestionnaire du réseau de transport de gaz en France, membre de France Hydrogène, acteur du comité stratégique de filière, s'engage dans les développements régionaux de l'hydrogène. D'abord, pour permettre l'injection dans les réseaux des premiers projets de production d'hydrogène décarboné. Ensuite, pour expérimenter les premières conversions de canalisation gaz vers l'hydrogène qui préfigurent la réalisation d'une dorsale européenne. Enfin, pour soutenir le développement des filières d'électrolyse, de méthanation et de gazéification. GRT Gaz a déjà lancé 3 projets. En Île-de-France, le projet Phoenix, une plateforme ouverte de recherche et développement pour tester les matériaux et les équipements de réseaux en présence d'hydrogène. En région sud, le démonstrateur industriel Jupiter 1000, un outil qui teste la transformation d'électricité renouvelable via l'électrolyse de l'eau en hydrogène ou méthane de synthèse. En région Grand Est, le projet Mosaïque, un projet de conversion de canalisation de gaz existante pour le transport de l'hydrogène, au service d'un écosystème transfrontalier entre la région Grand Est, la Sarre et le Luxembourg. GRT Gaz est impliqué dans les initiatives des régions pour organiser les écosystèmes de l'hydrogène. Ainsi, avec les régions de la façade atlantique, GRT Gaz a entamé une réflexion sur l'acheminement de l'énergie produite par les énergies marines renouvelables et les besoins potentiels en réseau. C'est à l'échelle des régions qu'il faut organiser les filières de production et de consommation adaptées au territoire, structurer la recherche et l'innovation et imaginer les infrastructures nécessaires au développement de l'hydrogène. En Europe, à l'horizon 2030, les grandes vallées de l'hydrogène auront besoin de réseaux locaux, à Dunkerque, au Havre, à Paris, Lyon ou Marseille, avant d'aller vers un maillage plus dense et de dimension européenne. La demande française d'hydrogène pourrait atteindre 110 TWh par an d'ici 2040, faisant du réseau français le carrefour européen du transit de l'hydrogène. Il n'y a pas de temps à perdre. Le transport de l'hydrogène s'organise maintenant avec les régions. Pour évaluer la pertinence d'une liaison entre deux bassins de vie, il est absolument nécessaire de sortir de la seule logique capacitaire. Certes, elle est absolument indispensable pour dimensionner et les infrastructures et le matériel.
Mais il faut impérativement évaluer le nombre de citoyens et de citoyennes concernés sur une liaison. Nous évoquons très souvent les pendulaires, mais force est de constater que les pendulaires et réguliers sont très minoritaires dans les personnes qui font la liaison entre deux villes ou entre deux bassins de vie. Un exemple, sur le département de la Gironde, vous avez 100 000 habitants du département qui viennent travailler dans la métropole de Bordeaux. Mais vous en avez 400 000 qui se déplacent pour un autre motif au moins une fois par mois. Et plus on s'éloigne entre les villes, et plus le pourcentage des occasionnels augmente. Prenons le département du Haut-Rhin à destination de l'Eurométropole de Strasbourg. 7 000 personnes y étudient ou y travaillent. Mais 30 000 personnes sur une semaine et 80 000 personnes sur un mois s'y rendent au moins une fois. Alors il ne faudrait pas croire qu'il y a simplement des flux à destination des grandes villes. C'est équilibré dans les deux sens. Si je prends par exemple la liaison entre Laval et Nantes, vous avez environ autant de personnes de Laval qui vont dans le mois à destination de la métropole de Nantes que d'habitants de la métropole de Nantes qui se rendent à destination de Laval. Donc ça veut dire beaucoup de déplacements pour motifs affinitaires, pour les plaisirs des villes, etc. Et ça veut dire qu'il faut une attention particulière pour les week-ends, le samedi, le dimanche et quelquefois en soirée. Alors, il faut également bien comprendre la morphologie des territoires. Si nous prenons la région Grand Est, par exemple, alors que les métropoles attirent la lumière parce que s'y concentrent des emplois, de la recherche, des sièges sociaux, vous avez en revanche au niveau de la répartition de la population 42% de la population de la région qui vivent dans des petites villes, des bourgs et des villages. Et donc la compréhension des bassins de vie, calculer leur intensité par type d'équipement, selon qu'on fait les courses alimentaires, selon que c'est le domaine de la santé, de l'éducation, est absolument indispensable et c'est ce que nous essayons de construire comme outil de diagnostic territoriaux. Je vous donne juste un exemple. Dans le département du Rhône, vous avez 3 petites villes d'environ 5 000 habitants, Cours-la-Ville, Thizy-les-Bourgs et Amplepuis, une petite ville d'à peu près 15 000 habitants, Tarare à côté. Si vous prenez le motif santé pour lequel 30% des citoyens français se déplacent toutes les semaines, mais bien évidemment, dans les 3 petites villes, vous avez les dentistes, les médecins et vous avez les pharmacies, quelquefois 1 ou 2 spécialistes, mais la majorité des spécialistes et l'imagerie médicale, elle se trouve où? Elle se trouve à Tarare. Mais si vous voulez un pneumologue ou si vous voulez un dermatologue, c'est à Villefranche ou à Lyon. Il faut comprendre ça si on veut répondre le mieux possible aux besoins des citoyens et des citoyennes dans leur diversité et sur une pluralité de territoires. Pour évaluer la pertinence d'une liaison entre deux bassins de vie, il est absolument nécessaire de sortir de la seule logique capacitaire. Certes, elle est absolument indispensable pour dimensionner et les infrastructures et le matériel. Mais il faut impérativement évaluer le nombre de citoyens et de citoyennes concernés sur une liaison. Nous évoquons très souvent les pendulaires, mais force est de constater que les pendulaires et réguliers sont très minoritaires dans les personnes qui font la liaison entre deux villes ou entre deux bassins de vie. Un exemple, sur le département de la Gironde, vous avez 100 000 habitants du département qui viennent travailler dans la métropole de Bordeaux. Mais vous en avez 400 000 qui se déplacent pour un autre motif au moins une fois par mois. Et plus on s'éloigne entre les villes, et plus le pourcentage des occasionnels augmente. Prenons le département du Haut-Rhin à destination de l'Eurométropole de Strasbourg. 7 000 personnes y étudient ou y travaillent. Mais 30 000 personnes sur une semaine et 80 000 personnes sur un mois s'y rendent au moins une fois. Alors il ne faudrait pas croire qu'il y a simplement des flux à destination des grandes villes. C'est équilibré dans les deux sens. Si je prends par exemple la liaison entre Laval et Nantes, vous avez environ autant de personnes de Laval qui vont dans le mois à destination de la métropole de Nantes que d'habitants de la métropole de Nantes qui se rendent à destination de Laval. Donc ça veut dire beaucoup de déplacements pour motifs affinitaires, pour les plaisirs des villes, etc. Et ça veut dire qu'il faut une attention particulière pour les week-ends, le samedi, le dimanche et quelquefois en soirée. Alors, il faut également bien comprendre la morphologie des territoires. Si nous prenons la région Grand Est, par exemple, alors que les métropoles attirent la lumière parce que s'y concentrent des emplois, de la recherche, des sièges sociaux, vous avez en revanche au niveau de la répartition de la population 42% de la population de la région qui vivent dans des petites villes, des bourgs et des villages. Et donc la compréhension des bassins de vie, calculer leur intensité par type d'équipement, selon qu'on fait les courses alimentaires, selon que c'est le domaine de la santé, de l'éducation, est absolument indispensable et c'est ce que nous essayons de construire comme outil de diagnostic territoriaux. Je vous donne juste un exemple. Dans le département du Rhône, vous avez 3 petites villes d'environ 5 000 habitants, Cours-la-Ville, Thizy-les-Bourgs et Amplepuis,
Une petite ville d'à peu près 15 000 habitants, Tarare à côté. Si vous prenez le motif santé pour lequel 30% des citoyens français se déplacent toutes les semaines, mais bien évidemment, dans les 3 petites villes, vous avez les dentistes, les médecins et vous avez les pharmacies, quelquefois 1 ou 2 spécialistes, mais la majorité des spécialistes et l'imagerie médicale, elle se trouve où? Elle se trouve à Tarare. Mais si vous voulez un pneumologue ou si vous voulez un dermatologue, c'est à Villefranche ou à Lyon. Il faut comprendre ça si on veut répondre le mieux possible aux besoins des citoyens et des citoyennes dans leur diversité et sur une pluralité de territoires. Bonjour mesdames les présidentes de région, bonjour messieurs les présidents de région, bonjour mesdames et messieurs les congressistes. Notre pays traverse une crise sanitaire majeure et pendant cette crise, La Poste a assuré ses missions de service public en réussissant la distribution des prestations sociales dans un contexte particulièrement difficile en avril et en mai dernier. Elle a également renforcé ses parts de marché dans la logistique du colis, défendant l'activité économique et les emplois des entreprises de production. La Poste a aussi connu des difficultés et nous tirons les leçons de cette expérience. Aujourd'hui, La Poste, ses postières et ses postiers sont à vos côtés, aux côtés des régions, pour affronter les 4 grands défis de notre société. La transition territoriale, la transition démographique, la transition numérique et la transition écologique. Dès aujourd'hui, nous développons avec les régions des actions pour soutenir vos politiques publiques dans l'emploi, dans la formation professionnelle, dans les lycées, dans toutes les actions de développement économique que vous menez. Sachez que La Poste innove pour être au service de vos politiques publiques. Nous lançons un grand travail de réflexion collectif sur La Poste en 2030. Que voulons-nous collectivement faire de notre poste en 2030? Nous souhaitons y travailler avec vous, avec les présidentes et les présidents de région, avec les services des différentes régions pour définir avec vous ce que La Poste doit être en 2030 au service de tous, partout sur le territoire et tous les jours. Merci à toutes et merci à tous.
Dans ses missions principales, RTE innove afin d'adapter le réseau aux enjeux de la transition énergétique. Régionalement, RTE est partenaire historique de l'agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie-Environnement. C'est donc tout naturellement que nous avons décidé de soutenir la démarche Terristory avec d'autres gestionnaires de réseau et ainsi accompagner les territoires dans la définition et le suivi de leurs objectifs énergétiques. Terristory, c'est un outil qui répond à des besoins fondamentaux des acteurs des territoires, tout particulièrement des élus souvent éloignés des sujets techniques. Ils ont donc besoin d'avoir accès à des données fiables et territorialisées. Ils ont aussi besoin de construire un chemin de transition, une trajectoire pour relever les défis énergétiques et climatiques dans une logique de résultat. Terristory calcule les impacts environnementaux mais aussi économiques de ces scénarios. C'est un projet qui vient des territoires pour les territoires. 6 régions ont rejoint le projet. Les régions doivent contribuer fortement à des objectifs sur la transition énergétique où elles jouent un rôle croissant. Pour SNCF Réseau, travailler en partenariat avec les régions, c'est adapter notre accompagnement à chacune d'entre elles. Car ce sont elles, les régions, qui connaissent le mieux les besoins de leurs habitants, les atouts et contraintes liés à leur territoire et enfin leurs objectifs en matière de mobilité. Le projet d'entreprise de SNCF Réseau reflète cette exigence. Une orientation client absolue, une qualité de production jugée par la satisfaction des clients, l'écoute et l'adaptation aux besoins spécifiques des territoires. Nous avons d'importants défis à relever ensemble, notamment la demande croissante de mobilité et la transition écologique. Pour cela, nous disposons de conditions particulièrement favorables. Le soutien du gouvernement et du plan de relance, qui vont permettre de poursuivre la rénovation et la modernisation du réseau. Cela va bien sûr contribuer à l'attractivité et à l'économie des territoires via l'emploi local. Pour construire avec les régions leurs projets de transport, nous mettons plusieurs dispositifs en place. Tout d'abord, les contrats de performance, un engagement commun sur le long terme. Leur objectif est de mieux prendre en compte les attentes des clients voyageurs, notamment en matière de régularité, pour contribuer davantage à la qualité de service. Un premier contrat a déjà été signé avec la région Sud en septembre. Un autre dispositif que l'on expérimente déjà depuis juin dernier dans 4 régions, c'est le plan d'action pour la transparence des marchés. Il consiste à partager le pilotage des projets, cofinancés avec les régions. Cette démarche expérimentale est destinée à être généralisée. L'ouverture du marché voyageur à la concurrence est un nouveau défi, car c'est aussi mettre plus de trains sur nos rails au bénéfice des transports et des voyageurs. Les régions se rapprochent de SNCF Réseau pour envisager les futurs appels d'offres. La satisfaction client, c'est l'objectif premier de l'ensemble des équipes de SNCF Réseau
mobilisés à vos côtés. TDF est un acteur historique des réseaux de télécommunications en France, au service du public et des collectivités. Les services numériques, dont le caractère apparaît chaque jour plus essentiel, que ce soit dans un contexte de pandémie ou de catastrophe naturelle, empruntent différentes infrastructures, celles de l'Internet mobile, la fibre, mais aussi la TNT et la radio numérique. TDF s'est résolument engagé pour développer ses réseaux numériques en lien avec les opérateurs, dans un souci d'inclusion de toutes les populations, en métropole comme en outre-mer. Les transports et la mobilité sont un enjeu de taille, partagé à la fois par TDF et les régions. C'est en facilitant les déplacements, les réseaux et les échanges que de nouvelles entreprises pourront éclore, contribuant à accélérer le développement économique des territoires. Notre secteur est aussi un vecteur direct de création d'emplois, à travers la mise en place de centres de formation consacrés au métier de la fibre optique et qui permettent de développer l'emploi local. TDF s'implique dans l'insertion et la formation professionnelle. Partenaire de Régions de France, TDF veille non seulement à déployer des réseaux de qualité, que ce soit à destination des particuliers ou des entreprises, mais aussi au maintien de la qualité des services numériques tout au long de leur vie, en cohérence avec les attentes et les besoins de chacun. Vos services numériques ne doivent pas attendre, alors rencontrons-nous dans votre région. La région a décidé d'être la première région à énergie positive. Dans ce cadre, tous les moyens de transport sont revus dans une perspective d'être décarbonés. Et le car, comme celui qui est derrière moi, qui fonctionne au GNV, a cette mission de contribuer à aller vers cette région à énergie positive.
Et l'UGAP a démontré toute son agilité et sa capacité d'adaptation pour nous aider dans ce partenariat et nous en sommes particulièrement satisfaits. C'est d'abord et avant tout une gestion de projet complexe qui n'a été possible qu'avec le partenariat solide, fructueux que nous avons entre l'UGAP Occitanie et la région Occitanie. C'est une belle illustration de l'engagement qui est le nôtre, qui est celui de la région, d'aller vers toujours plus d'intégration de projets, vers toujours plus de solutions respectueuses de l'environnement. UP, société coopérative, est depuis plus de 50 ans aux côtés des pouvoirs publics, proche des territoires et en soutien des initiatives des grandes régions, des départements et des villes, en distribuant des titres spéciaux de paiement en soutien de toute forme auprès des populations. La crise sanitaire que nous traversons collectivement, singulière et inédite, est venue renforcer ce rôle d'accompagnement. Tout d'abord, l'État nous a sollicité par mesures essentielles de préservation des plus fragiles d'entre nous. Nous avons délivré 50 millions d'euros d'aide à la subsistance pour venir les soutenir. En parallèle, dans une démarche équivalente, les collectivités territoriales ont permis à plus de 100 000 familles de bénéficier d'une aide de même type venant compenser les aides à la cantine. Enfin, les régions ont joué un rôle crucial. Elles ont voulu atténuer et réduire les effets de cette crise sanitaire. Deux illustrations. La région Île-de-France va distribuer le mois prochain 100 € d'aide numérique. Cette aide, concrétisée par un chèque cadeau de 100 € utilisable dans ce domaine d'utilisation, permettra aux nouveaux étudiants bacheliers cette année de pouvoir s'équiper et s'assurer de la continuité pédagogique. Enfin, la région Pays de la Loire dispose depuis 2018 du e-Pass Jeune. Cette solution 100% digitale leur donne accès à un pass culture, sport et santé utilisé par plus de 50 000 jeunes à travers le territoire. Pour la rentrée 2020, la mesure exceptionnelle prise par la région a été d'étendre ce pass jeune aux étudiants. Ils pourront ainsi financer leurs pratiques sportives, accéder au patrimoine, à la lecture ou à bénéficier d'un e-coupon engagement citoyen qu'ils pourront utiliser grâce à leur smartphone, la transaction s'effectuant de manière entièrement dématérialisée. Vous le voyez, nous sommes à vos côtés, nous sommes présents et répondons de manière immédiate et à la fois pérenne avec des solutions chèques, cartes ou digitales venant compenser les effets de la crise pour les populations qui le nécessitent. Vous retrouverez toutes les informations utiles sur l'offre du groupe UP sur notre site up.com, rubrique collectivité.